Vous adorez les devinettes? Eh ben j'en ai une, petite devinette du jour. Ce sont des objets célestes un peu bizarres. Ils tournent très vite sur eux-mêmes. On pourrait même les confondre avec un phare. Ils ont deux noms différents. Et en plus, ils émettent différents types d'ondes. Que ce soit des ondes gamma, bien électromagnétiques, voire même, encore pire que ça, des rayons X. Alors non, vous n'avez pas trouvé? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Aujourd'hui, nous allons voir les pulsars. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sciences Buissonnières, la chaîne de savoir. N'oubliez pas, si vous aimez bien la vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne, de vous laisser un commentaire, surtout d'activer la petite cloche de notification de savoir pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qu'un pulsar, d'où vient le nom pulsar, pourquoi les pulsars tournent très vite sur eux-mêmes. Tout ça, vous allez le découvrir maintenant sur la vidéo. Alors, perdons pas de temps, mon ami, lance-nous le générique. Et puis, n'oubliez pas, la science c'est un plaisir. Générique, s'il vous plaît. C'est parti! Et c'est parti pour la vidéo sur Sciences Buissonnières sur les pulsars. Allez, j'attends la première question. Qui me pose la première question? Ah, personne. Bon, bah c'est moi qui vais la poser. Et ben pour commencer, la question la plus simple et la plus bête pourrait être, finalement, qu'est-ce qu'un pulsar? Bon, et ben en fait, un pulsar, on peut aussi appeler ça une étoile à neutrons, qui est un objet astronomique qui produit un signal périodique. Il s'agirait donc d'une étoile à neutrons tournant rapidement sur elle-même et émettrait un énorme rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe magnétique. Comme pour les planètes, on peut avoir pour les pulsars un axe. Et donc en fait, une étoile à neutrons est un astre principalement composé de neutrons. Bah ouais, logique. Pour rappel, il s'agit en physique d'une particule subatomique de charge électrique nulle. Rappelez-vous, un neutron, c'est électriquement nul. Qui? Bah tout ça en fait, c'est maintenu grâce à la force gravitationnelle. Voilà. Donc la force gravitationnelle, ça fait partie des 4 forces fondamentales en physique que vous devez connaître. La force gravitationnelle, la force électromagnétique, la force d'interaction forte et la force d'interaction faible. Et donc de tels résidus, et ben en fait, c'est le résidu d'une supernova. Donc on peut avoir des pulsars grâce au résidu d'une supernova. Et ouais, parce qu'il faut savoir qu'une supernova, c'est l'explosion d'une étoile morte, donc qui est en fin de vie. Mais alors, si c'est l'étoile à neutrons, pourquoi on l'appelle aussi pulsar? Et en fait, si elle tourne rapidement sur elle-même et qu'elle possède un puissant champ magnétique, elle projette alors le long de son axe magnétique un mince passant traversant ou pas de radiation, et un observateur placé approximativement dans la direction de cet axe observera une émission pulsée par un effet de phare, appelé pour cette raison pulsar. Donc la question qu'on peut se poser, d'où vient le nom? Et ben en fait, le mot pulsar vient de l'anglais pulsating stars, ce qui signifie étoile pulsée. Bah oui, parce qu'en anglais, stars, c'est une étoile. Et donc, qui les a découverts? Et c'est là que ça devient intéressant. Les pulsars ont été découverts de façon un peu hasardeuse, ce qu'on appelle la sérendipité. Et là, suggestion qui va apparaître sur votre écran, voir la vidéo sur la sérendipité. Et en fait, ça a été découvert en 1967 par Jocelyn Bell Burnell, une astrophysicienne britannique, et son directeur de thèse, Anthony Hewish, un astronome britannique. Il faut savoir que de base, c'est une femme qui a découvert les pulsars. Et franchement, j'en suis trop fier, parce qu'à cette période-là, les femmes en sciences n'étaient pas très bien vues. Et une femme qui découvre des trucs comme ça, franchement, moi je dis chapeau. Et moi je dis, il devrait y avoir plus de femmes scientifiques que d'hommes scientifiques, parce que les femmes, elles sont capables de faire du bon boulot. À la prochaine, la question qu'on va se poser, c'est comment ça se forme. Alors pour comprendre la raison de ce phénomène, il faut savoir que toutes les étoiles tournent sur elles-mêmes. Or, de même qu'une patineuse voit sa vitesse de rotation accélérée lorsqu'elle rassemble ses bras vers son corps, une étoile en effondrement voit sa vitesse de rotation augmenter. C'est une conséquence de la conservation du moment cinétique, l'une des lois la plus fondamentales de la physique. Ainsi donc, une étoile possède un champ magnétique qui doit s'amplifier par conservation du flux lorsqu'elle se contracte. Juste après sa formation, le cœur chaud et dense d'une étoile, devenue une étoile à neutrons, doit donc tourner assez rapidement. Un mécanisme s'enclenche lié au champ magnétique qui conduit l'astre à rayonner puissamment en émettant un faisceau d'ondes radio collimaté à la façon d'un phare. Donc en fait, lorsque ce faisceau coupe l'orbite de la Terre, il se manifeste dans un radiotélescope. Un radiotélescope, c'est pour regarder et surveiller les ondes radio dans l'espace, comme une série régulière de pulsations. Vous savez, comme par exemple quand votre cœur pulse, et en fait, il faut imaginer ça un peu comme ça. Si cet alignement est possible, il se reproduit avec la même période que la période de rotation de l'étoile. Le faisceau émis par le pulsar est très étroit et il est aligné avec l'axe magnétique de l'étoile à neutrons. Mais sauf que le problème, c'est que l'axe magnétique n'est pas le même que l'axe de rotation de l'étoile. De même, sur Terre, les pôles magnétiques ne sont pas identiques aux pôles géographiques, ce qui implique que pour le pulsar, le faisceau n'est pas immobile au cours de la rotation, mais il va balayer une partie du ciel en forme de cône. Voilà pourquoi on dit
pulsar. Le rayonnement est provoqué par l'accélération de particules chargées et arrachées aux calottes polaires jusqu'à des vitesses proches de celle-ci de la lumière. C'est le champ magnétique, mais également électrique, qui en est donc la cause. Voilà, donc maintenant vous savez comment ça se forme. Mais il faut savoir qu'il existe une grande variété de types de pulsars. Et on va commencer par les pulsars radio, les plus connus. Ce sont les plus observés des pulsars. Il s'agit d'objets détectés dans le domaine des ondes radio par leurs émissions pulsées. Donc ça, c'est les plus connus. On a aussi les pulsars X. Eux, ils émettent dans le domaine des rayons X, caractéristiques qui regroupent plusieurs phénomènes. Vous voyez, même des pulsars X, il y en a énormément. Alors s'il y a les pulsars X, vous y attendez un peu, et les pulsars gamma. Comme leur nom l'indique, les pulsars émettent dans le domaine des rayons gamma. Quand ces objets ne font pas partie d'un système binaire, puisqu'on va voir qu'il existe des pulsars binaires, et bien en fait leur émission gamma est rare, voire difficilement détectable. Donc comme par exemple Geminga, aussi connu par sa désignation de PSR JO 633 1746, qui est un pulsar gamma dans la constellation des Gémeaux. Ensuite on a les pulsars X anormaux. Eux, ce sont les pulsars X dont l'émission est dite anormale, en l'occurrence supérieure à l'émission maximale que ces objets devraient normalement avoir. Exemple, le PCR JO100-7211. C'est un pulsar X anormal situé dans le petit nuage de Magellan de la constellation du Toucan. Il s'agit donc, lui, du premier pulsar X anormal extragalactique découvert en 1980. Alors on a vu les pulsars, et là vous allez découvrir un autre mot. Et là, ce mot-là, vous l'avez déjà découvert dans l'une de nos vidéos, c'était les 24 plus beaux objets célestes. Nouvelle suggestion, si vous ne l'avez pas vu, c'était dans la saison 1 sur le buissonnière. Et bien les magnétars, eux, ce sont des pulsars dont le champ magnétique est extrêmement élevé et ces types d'objets sont vraisemblablement très jeunes. Exemple, le EC est égal SGR 1806-20, également connu sous le nom de PSR J 1808-2024, qui est un magnétar identifié situé dans la constellation du Sagittaire. Alors oui, c'est des noms un peu barbares, je l'avoue, mais de toute façon, vous voyez les images, donc vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Ensuite, on a les pulsars millisecondes. Et ben eux, ce sont les pulsars très âgés, dotés d'un champ magnétique très faible, mais d'une vitesse de rotation très élevée. Ces pulsars sont souvent en orbite autour d'un compagnon, en général une étoile ou une naine blanche. Et ensuite, pour finir, on a ce qu'on appelle les pulsars binaires. Alors là, c'est un couple d'étoiles, dont l'une des étoiles est une étoile à neutrons de type pulsar. La seconde étoile de ce système est appelée compagnon. Donc par exemple, on a le PSR B0024-73. Et ça, c'est un pulsar situé dans le petit nuage de Magellan. Cette caractéristique en fait un des pulsars les plus lointains connus à ce jour, découvert en 1987. Donc maintenant vous savez tout sur les pulsars. Donc pour finir, il ne faut surtout pas confondre aussi pulsar et quasar. Oui, les gens des fois confondent les deux. En fait, un quasar, qu'est-ce que c'est? Un quasar, c'est un astre distant qui apparaît comme des étoiles brillantes, très brillantes, lorsqu'on les observe au télescope. Mais on sait maintenant qu'il s'agit de noyaux actifs de galaxies lointaines. Donc un quasar, c'est juste en rapport avec les galaxies. Un pulsar, en rapport avec les étoiles. Voilà. Donc faut pas essayer de se prendre la tête, c'est comme ça, faut pas chercher compliqué. Retenez pulsar, étoile, quasar, galaxie. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était une nouvelle vidéo d'astronomie. Pour la prochaine vidéo, je ne vous dis rien, ce sera une petite surprise. Si vous a plu comme d'habitude, vous lâchez un pouce, vous abonnez surtout. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça d'astronomie car vous aimez, mettez-le dans les commentaires. Et puis pour moi, la vidéo se termine. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Sciences Buissonnières. N'oubliez pas, la science est un plaisir, faut pas le négliger, faut pas se prendre la tête, et même en vacances, la science est présente. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et puis à bientôt sur la chaîne. Ciao les scientifiques.